Depuis le 24 février 2022, la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Sur cette guerre, beaucoup a été écrit et dit, de l'indignation furieusement européenne de Glucksmann jusqu'à la lecture géopolitique la plus froide de certains marxistes, ne concevant l'agression russe envers l'Ukraine qu'à travers le prisme, certainement juste mais insuffisant, d'un conflit impérialiste entre l'OTAN et la Russie. Dans toutes ces analyses, c'est comme si un acteur manquait pourtant cruellement, les Ukrainiens eux-mêmes, dont certains semblent avoir presque oublié qu'ils existent, et dont le quotidien est perturbé par bientôt plus de 3 années de guerre sans répit. Qu'a fait la guerre aux Ukrainiens, et plus particulièrement ici aux Ukrainiennes? Comment a-t-elle remis en cause les évidences acquises et remodelé les relations humaines? Comment a-t-elle transformé les perceptions de soi et provoqué des engagements subjectifs dévoués pour soutenir ceux qui sont au front? C'est l'objet de l'enquête du livre de la militante et philosophe marxiste Daria Sabura, à travers un travail de terrain auprès de femmes des classes populaires de la région industrielle de Dnipro, dans la ville natale de Volodymyr Zelensky, souvent russophone et parfois opposée ou indifférente au soulèvement de Maïdan. Le travail d'enquête auprès de ces femmes est unique pour comprendre de l'intérieur et à hauteur de vue ce qu'il en est aujourd'hui d'une partie de la société ukrainienne, de ses traumatismes et de ses combats quotidiens contre un adversaire à la fois proche et lointain. Bonjour Daria. Bonjour. Tu racontes, notamment dans l'introduction de ton livre, que ton enquête provient d'une incapacité à trouver les mots pour parler de l'occupation. Par exemple, page 33. J'ai compris que je serais incapable de traiter le sujet de l'occupation dans le livre, incapable de trouver les mots pour décrire l'ampleur de cette tragédie à la fois personnelle et collective. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette incapacité de trouver les mots ? Oui, alors comme tu viens de le dire dans ton introduction, une des motivations de ces enquêtes, c'est de proposer un discours qui s'éloignerait de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire ces spéculations géopolitiques sur l'affrontement entre la Russie et les pays de l'OTAN. Donc c'était vraiment d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens et de leur donner la voix. Mais en même temps, je voulais aussi symétriquement éviter d'être dans le pur témoignage, d'être dans la pure documentation, parce qu'il me semblait que déjà 1 an après le début de la guerre, on pouvait formuler un certain nombre d'analyses, d'avoir un certain recul critique, aussi bien sur le discours d'une certaine gauche en Occident à propos de l'Ukraine, mais aussi d'une certaine romantisation de la résistance qui vient à la fois des médias mainstream en France, mais aussi de l'intelligentsia ukrainienne elle-même. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que les sujets liés aux crimes de guerre de la Russie en Ukraine, à l'occupation, etc., elles sont déjà très bien traitées à l'intérieur de l'Ukraine par des journalistes, des écrivains. Il y a aussi simplement des livres de reportages qui sont publiés assez régulièrement. C'est un travail très important, mais que moi je pouvais apporter autre chose, plutôt un éclairage sur la vie quotidienne telle qu'elle se passe, relativement éloignée au front, et où on peut trouver en fait des processus assez problématiques, voilà, dont on va parler, je pense, au cours de l'entretien. Ben voilà, justement, on s'est demandé en lisant le livre pourquoi tu avais été là-bas, comment tu avais rencontré ces femmes. Alors déjà, il faut peut-être présenter rapidement quel est l'objet vraiment enfin, qui sont ces femmes, quel est l'objet du bouquin, et voilà, et pourquoi toi tu as été là-bas, comment tu les as rencontrés tout simplement. Donc déjà, quand j'ai commencé cette enquête, c'était début 2023, mais en réalité, depuis 1 an, j'étais déjà impliquée dans des initiatives politiques de solidarité avec l'Ukraine, dans le cadre desquelles j'ai été amenée donc, du coup, à discuter avec différentes parties de la gauche française. Et l'idée de l'enquête est venue de là, c'est-à-dire montrer aux gens qui ont tendance à parler au nom d'une classe ouvrière lointaine, en pensant qu'ils
connaissent mieux leurs intérêts que cette classe ouvrière elle-même, eh bien aller sur place et parler directement à ces gens et donner leur témoignage et analyser leur témoignage. Donc l'enquête est née comme ça, donc elle est née en fait en tant qu'enquête militante à la base, mais je voulais à la fois éviter de faire un livre purement politique, donc d'un livre de propagande politique, on va dire pro-ukrainienne, mais vraiment avoir un livre anthropologique, sociologique, avec un vrai recul critique, y compris que je pouvais avoir par rapport à mes propres positions. Donc l'enquête, elle est née comme ça. Comment est-ce qu'on a pris des contacts ? Justement, dans ces initiatives de solidarité, on avait des contacts directs avec des syndicats en Ukraine, notamment avec les syndicats de métallurgie à Kryvyi Rih. Donc la Kryvyi Rih, c'est une ville industrielle minière qui est spécialisée en extraction du minerai de fer et en production de l'acier. Donc du coup, on avait ces contacts syndicaux sur place. Et ces personnes sur place m'ont donné d'autres contacts. Et puis, en boule de neige, j'ai finalement pu faire une quarantaine d'entretiens avec des représentants de différentes organisations locales bénévoles. Donc les deux organisations que j'étudie plus précisément dans leur écosystème plus large de relations de quartier, c'est une organisation fondée par des femmes anciennes travailleuses de la mine, qui font de la logistique, c'est-à-dire qu'elles ont un dépôt où elles reçoivent des palettes d'aide humanitaire données par d'autres ONG. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Ukraine, tu vas avoir des chaînes des chaînes où il y a plusieurs intermédiaires entre le moment où l'aide humanitaire est donnée par quelqu'un dans un pays européen et où elle est reçue par le bénéficiaire. Et ces organisations populaires sont vraiment tout en bas de cette chaîne de fourniture de l'aide humanitaire. Et donc, elles reçoivent ces palettes, elles font des colis individuels et puis elles les emmènent soit aux soldats au front, soit les donnent aux réfugiés sur place, soit les emmènent aux populations des territoires libérés de la région de Kherson, parce que moi j'ai fait mon enquête en début 2023, quand l'armée ukrainienne vient de libérer la ville de Kherson et toute cette région au nord du Dniepr. Et la deuxième organisation, c'est une organisation de femmes retraitées, donc anciennes, encore une fois, ouvrières, travailleuses des mines, professeurs des écoles, infirmières, etc., qui, elles, ont un local qui leur a été donné par la mairie dans un très mauvais état, mais néanmoins, les habitants du quartier leur ramènent des vêtements, des jouets pour enfants, ou de la nourriture, et ils vont distribuer l'aide aux réfugiés, et ils vont faire des repas faits maison qu'ils emmènent au front aux soldats. Donc voilà, ça c'est... Et ensuite, j'ai étudié aussi d'autres individus ou d'autres organisations avec lesquelles elles collaborent au sein du quartier. Mais alors du coup, toi, tu t'es vraiment focalisé sur la figure du bénévole, qui a l'air d'être une figure très importante en ce moment dans le discours national ukrainien, en tout cas c'est ce que tu dis, notamment dans les discours de Zelensky. En même temps, il y a une espèce d'écart que tu as l'air de pointer entre le discours national sur la figure du bénévole tel qu'il est porté par le pouvoir politique ukrainien et la réalité telle que toi tu as pu la sentir ou la vivre. Et donc, comment t'expliques ou qu'est-ce que c'est que cet écart entre ce que tu appelles le marché du bénévolat, la figure du bon citoyen? Enfin, t'as des figures, t'as des phrases assez critiques, on a qu'à dire. Oui, disons que la genèse du mouvement du bénévolat, ou en ukrainien c'est volonterstvo, donc volontaire c'est le mot pour le bénévole, c'est le Maïdan, donc en tout cas c'est comme ça que c'est présenté dans le discours dominant, c'est à partir de la place du Maïdan que les citoyens ukrainiens ont commencé vraiment à s'auto-organiser face au pouvoir. C'est dans le sillage de l'annexion de la Crimée et de la guerre dans le Donbass que une trentaine de bataillons de volontaires se sont formés pour
soutenir l'armée ukrainienne qui était voilà, dans un état très délabré à l'époque, et les anciens militants de la place du Maïdan se sont coordonnés pour former des organisations bénévoles pour soutenir à l'arrière ces bataillons de volontaires en leur fournissant l'équipement et tout ce qu'il faut. Et du coup, donc dans le discours dominant, du coup, ce mouvement du bénévolat ou du volontariat est présenté comme l'avatar de cette citoyenneté active opposée à l'ancienne passivité des masses face à un pouvoir pro-russe, paternaliste, etc. Et donc maintenant, c'est les citoyens qui prennent leur vie en main et qui à la fois donc s'engagent dans cette vie publique, construisent la société civile et aussi luttent en faveur de transformations politiques et économiques en Ukraine, en accompagnant en réalité de manière très enthousiaste les réformes néolibérales qu'il y a eu depuis 2014 en Ukraine dans tout un ensemble de domaines sous la pression du Fonds monétaire international. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plupart des travaux sur le bénévolat en Ukraine depuis 2014, les profils sociaux des personnes qui sont mis en avant, c'est plutôt des classes moyennes et supérieures. Donc c'est des personnes qui vivent dans le contexte urbain, qui occupent souvent des emplois liés au management, au design, au commerce, c'est des artistes, c'est des journalistes, etc. Donc qui sont vraiment qui ont aussi participé de manière active sur le Maïdan. Et les classes populaires, en fait, surtout celles qui, à l'époque, n'ont pas soutenu le Maïdan, dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine, elles ne sont pas présentes dans ces récits. Ce qui est intéressant depuis 2022, c'est que c'est vraiment tout le pays et toutes les couches sociales qui se sont dressées contre l'invasion. Et donc forcément, il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées dans le bénévolat. Et donc moi, j'ai rencontré précisément ces personnes qui, en 2014, n'ont pas soutenu le Maïdan, qui étaient même contre le Maïdan, qui continuent à critiquer le Maïdan pour tout ce que ça a ramené comme réforme sociale et politique libérale, et qui pourtant aujourd'hui sont très pro-ukrainiens, on va dire, et qui participent dans cet effort de guerre. Et donc c'est ces personnes-là que je voulais mettre en avant, mais montrer aussi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elles-mêmes, dans leur discours, sont très hésitants à se dire volontaires, à se dire bénévoles. Parce que dans le discours public, justement, la figure du volontaire, elle est paradoxalement mieux incarnée dans le professionnel de la sphère humanitaire. Donc, par exemple, je ne sais pas si je parle trop longtemps sur cette question, mais la figure vraiment par excellence du volontaire, pendant un moment, c'était la figure de Serhiy Prytuul. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, c'est une figure du show business, comme Zelensky, il a fait du show business, ensuite, elle s'est lancée aussi dans la politique. Donc, il a fait partie du parti Golos, un parti libéral Golos, et il voulait, avant l'invasion, lancer son propre parti. Donc, ce projet a échoué justement à cause de l'invasion, mais lui, il a fondé une fondation caritative qui, aujourd'hui, fournit les combattants sur le front. Donc c'est quelqu'un dont la fondation opère avec des centaines de millions d'euros. Donc il achète des voitures, des drones, même un satellite. Et c'est quelqu'un qui est perçu dans l'espace public comme le bénévole. Voilà, c'est le grand bénévole du pays. Alors qu'en fait, c'est un businessman, c'est un grand manager d'une organisation qui par ailleurs emploie beaucoup de personnes salariées en fait au sein de cette fondation. Donc du coup, les petits bénévoles, les personnes des classes populaires, qui elles, pour le coup, vraiment font du travail gratuit à côté de leur travail salarié et domestique, elles hésitent à se dire volontaires, parce que elles disent, bon, on fait pas assez de bénévolat, ou bien on s'est engagé pour aider d'abord nos proches, parce que mon mari est parti sur le front, donc j'ai commencé à l'aider. Donc je ne peux pas trop me dire bénévole, parce que je le fais ça quelque part pour mon propre intérêt. Et en fait, justement, les classes populaires, ils s'engagent dans la résistance pour des raisons très personnelles, parce que leurs collègues sont partis au front, parce que leurs maris sont partis au front. Il n'y a pas ici cette grande distance de
de celui qui fournit l'aide et celui qui obtient de l'aide. Donc en réalité, c'est des vrais réseaux de solidarité, qu'on peut appeler des réseaux de solidarité, contrairement à la charité, on va dire, qui est effectuée par des classes moyennes et supérieures. Mais voilà, elles hésitent de prétendre à ce statut de volontaire, qui est une figure en effet très mise en avant, objet d'éloge dans l'Ukraine contemporaine. Et alors, tu forges un concept quand même qui fait le titre du bouquin lui-même, qui est travailleuse de la résistance. Pourquoi ça t'a... Étienne Balibar, dans son introduction, dit que c'est un oxymore. Pourquoi ça t'a semblé important de... En quoi c'est intéressant de ne pas parler de bénévolat, mais de travailleuse de la résistance? Est-ce que tu veux montrer ton bouquin éventuellement? La caméra aussi. Oui. C'est celui-ci, voilà. Les travailleuses de la résistance. Aux éditions du Croquant. Oui, édition du Croquant, collection Autonomie. Alors, sur le plan conceptuel, je me suis appuyée sur Maude Simonet, donc une sociologue française qui travaille depuis plusieurs dizaines d'années sur cette question du travail bénévole, et elle développe son concept de travail bénévole en s'appuyant à son tour sur les féministes marxistes qui ont conceptualisé le travail domestique comme travail. Voilà, donc son pas en avant, c'était de dire le bénévolat aussi, c'est du travail. Donc de même que les femmes sont assignées aux tâches domestiques, mais sont censées les effectuer par amour, hein, donc voilà. Et de même, dans le discours public, les bénévoles sont censés effectuer leur travail par devoir civique, et c'est ce devoir civique qui masque finalement le fait que c'est aussi une forme d'exploitation et d'auto-exploitation. Alors, dans mon contexte, j'ai trouvé intéressant de parler en plus pardon, excusez-moi, du travail de la résistance, parce que, justement, à cause de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que dans l'imaginaire public, le bénévole, paradoxalement, le volontaire, c'est pas seulement celui qui aide les réfugiés et l'armée gratuitement dans son temps libre, mais en fait, on retrouve dans cette catégorie des salariés du secteur humanitaire. Donc c'est pour cette raison-là. Donc en fait, on trouve parmi les travailleurs de la résistance ceux qui ne sont pas du tout payés, mais aussi ceux qui sont payés. Et justement, les classes populaires, la plupart du temps, n'ont aucun moyen de transformer leur activité bénévole en salariat, alors que dans les classes moyennes, ce que je montre avec plusieurs histoires, c'est que finalement, des gens arrivent à trouver des financements à l'étranger, donc du coup, ils arrivent à se donner eux-mêmes un petit salaire pour leur activité volontaire, bénévole, qui devient finalement une activité salariée. Donc, mais ils continuent à faire ce travail de résistance. Et puis aussi, une autre raison, c'est que ce que font aujourd'hui les bénévoles en Ukraine ne se réduit pas à l'aide humanitaire aux réfugiés, mais il y a aussi une grande partie de ce travail, c'est l'aide aux combattants. Donc c'est acheter des drones, acheter des voitures, même faire des repas pour le front, mais du coup ce n'est plus vraiment une activité humanitaire telle qu'elle est perçue en tout cas par les agences de l'ONU, etc. Donc ces activités là pour le coup sont financées aussi autrement. Ils ne peuvent pas être financés par les agences de l'ONU qui justement exigent des organisations qu'elles fassent que de l'humanitaire à l'égard des populations civiles. Donc c'est d'autres moyens de financement, c'est du crowdfunding, c'est collecte au sein de la communauté, etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler du travail de résistance. Et alors, il y a quand même quelque chose de marrant, c'est que du coup la ville où tu as été, c'est la ville de naissance de Zelensky, donc qui a l'air d'être une figure quand même assez importante, y compris localement. Mais quel était le rapport quand même entre les femmes bénévoles que tu as rencontrées et le pouvoir local lui-même, notamment la mairie? Est-ce qu'il y a quel type de rapport ils entretiennent? Alors cette ville de Kryvyi Rih, elle est très intéressante parce que c'est une des rares villes où les représentants de l'ancien bloc oligarchique pro-russe, donc lié à Yanukovych et le Parti des régions, sont toujours les maîtres de la ville.
Donc c'est toujours le clan de Vilkul qui dirige la ville. Du coup, il y a déjà un conflit entre les pouvoirs locaux et les initiatives bénévoles très souvent parce que, par ailleurs, en 2019, c'est une ville qui a majoritairement voté pour Zelensky aux élections présidentielles. Donc Zelensky a gagné de manière absolument spectaculaire avec plus de 80% de votes dans les élections présidentielles, mais son parti a perdu dans les élections municipales. Et aujourd'hui, il y a ce conflit-là, et selon la plupart des bénévoles avec qui j'ai parlé, ils disent que le pouvoir ici est soit indifférent, soit carrément essaye de mettre des bâtons dans les roues aux organisations bénévoles, ou essaye de les récupérer. Et là encore, dans ces conditions, c'est beaucoup plus facile pour les organisations des classes moyennes et supérieures, qui, elles, par exemple, si c'est un petit chef d'entreprise ou un petit propriétaire d'un café, il peut avoir un espace pour faire il peut avoir un local pour mener son activité bénévole, il peut avoir des ressources, etc. Alors que dans les classes populaires, ces ressources sont absentes, donc du coup, elles dépendent de toute façon du pouvoir local pour leur donner un espace, pour tout simplement leur permettre de mener leur activité. Et ce que je raconte dans le livre, un épisode intéressant au début de la guerre, c'était que les gens du quartier des mineurs que j'ai étudiés, dès le premier jour, ont occupé la Maison de la Culture. Donc la Maison de la Culture, c'est la propriété municipale, mais c'est aussi, en fait, pour ces gens-là, un endroit absolument central de leur vie collective, de leur vie de quartier. Ils ont occupé cette maison, où ils ont commencé à rassembler des ressources, les gens sont venus s'abriter là-bas parce qu'elles avaient peur des bombardements, elles se disaient que à la Maison de la Culture elles vont peut-être être mieux ensemble, etc. Elles ont autogéré ce lieu pendant à peu près 2 semaines. Elles ont même établi avec les jeunes du quartier des milices pour patrouiller, pour construire des barricades, pour faire des cocktails Molotov au cas où l'armée russe rentrait dans la ville, parce qu'elle était à un moment donné à 15 km de Kryvyi Rih. Et puis, 2 semaines plus tard, la mairie de la ville a envoyé quelqu'un pour se réapproprier de nouveau la Maison de la Culture, en disant, vous partez, et nous, on prend en charge la gestion de ce lieu qui va en effet continuer à être un point de distribution de l'aide aux réfugiés. Et il y a un vrai conflit donc, qui s'est produit à ce moment-là entre les personnes qui se sont auto-organisées dans cet endroit et les pouvoirs municipaux. Ils ont réussi à trouver finalement un compromis, mais en effet, c'était très intéressant de voir sur ce point de vue très micro-sociologique comment finalement il y a en fait de la lutte sociale, de la lutte politique même au niveau du quartier à propos de comment résister, qui gère la résistance, est-ce que ça vient d'en bas, est-ce que finalement c'est le pouvoir qui prend le dessus dans cette résistance, etc. Et une des particularités de ton terrain, c'est que c'est des femmes essentiellement russophones, qui, tu dis, ont un rapport, un peu, peut-être de nostalgie avec les années Yanukovych. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de qu'est-ce que c'est les années Yanukovych et la raison de cette nostalgie? Et puis, c'est une deuxième question, mais qui me semblait aller en même temps, c'est cette indifférence ou voire ce rejet du Maïdan. Alors, peut-être que tout le monde ne se souvient plus déjà qu'est-ce que c'est que le Maïdan, mais comment t'expliques ça? D'un côté, donc elles ont l'air d'être quand même, donc elles sont russophones avec une forme de nostalgie des années Yanukovych et une indifférence, voire une hostilité au Maïdan. Oui, alors juste pour la question linguistique, dans les présentations, je simplifie un peu les choses en disant qu'elles sont souvent russophones parce que je ne veux pas rentrer directement dans les subtilités. On va peut-être en parler un peu plus tard du fait que beaucoup de gens dans cette ville parlent en réalité un mélange du russe et de l'ukrainien. Donc en fait, dans les classes populaires, on parle très souvent
un mélange du russe et de l'ukrainien, c'est ni l'ukrainien pur, ni le russe pur, et il y a des degrés, un continuum de différentes variations. Parfois, ce mélange est plutôt sur la base de l'ukrainien avec des mots russes insérés dedans, parfois c'est au contraire une base russe avec des mots ukrainiens qui interviennent très souvent. Donc je dirais que parmi mes enquêtés des classes populaires, 50% parlent différentes variantes du mélange entre le russe et l'ukrainien. Mais même dans l'imaginaire social plus général en Ukraine, Kryvyi Rih, c'est une ville qui a toujours été perçue comme très russophone. En fait, elle est assez proche par son profil social, économique et culturel du Donbass. Elle se situe dans l'Ukraine centrale, mais plus proche en fait de l'Est, et elle avait tout au long de l'époque soviétique des liens, et même post-soviétique, des liens très forts avec la région du Donbass. Donc c'est la production de l'acier dans cette ville se fait grâce au charbon du Donbass, et à son tour, cette région, qui est une région d'extraction de minerai de fer, envoyait le minerai de fer, par exemple, dans l'usine Azovstal à Mariupol, donc qui a été détruite depuis par l'armée russe, mais donc il y avait ces liens très très forts économiques entre les deux régions. Et aussi la circulation de la main-d'œuvre. Et donc en effet, c'est très intéressant que les gens avec qui j'ai parlé ne s'inscrivent dans aucune des cases. On a tendance à placer les Ukrainiens. Donc en fait, soit on les place dans la case ukrainophones, pro-européens, qui ont activement participé au soulèvement de Maïdan, dans ce mouvement démocratique contre le président paternaliste pro-russe, soit on les met dans la case pro-russe, russophone, nostalgique de l'URSS, donc forcément pro-Poutine. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le profil de mes enquêtés ne s'inscrit dans aucune des deux cases, parce qu'elles sont elles ont des traits des deux, mais en plus, ce que je voulais montrer dans mon livre, c'est qu'il ne faut pas les caricaturer. En fait, par exemple, justement, notamment derrière cette nostalgie pour les années Yanukovych, il y a une vraie raison économique. Le pouvoir de Yanukovych, c'était un pouvoir en effet corrompu, extrêmement corrompu, qui recourait à des moyens de lutte contre les opposants qui étaient extra-légaux. C'était quelqu'un, en effet, qui était très conservateur, qui voulait qui hésitait en réalité entre l'Union européenne et la Russie, mais qui s'est finalement plié aux exigences de Poutine de renoncer à la signature de l'accord de l'association avec l'Union européenne. Mais peut-être que cette époque, justement, avant le Maïdan, se caractérisait par ce que Denis Gorbatch, dans son livre The Making and Unmaking of the Ukrainian Working Class, appelle la démocratie oligarchique. C'est-à-dire qu'il y avait en tout cas deux blocs oligarchiques qui se faisaient la concurrence. Et quelque part, cette concurrence entre les blocs oligarchiques qui se faisaient la guerre, eh bien, ils jouaient quelque part en faveur des classes populaires, au sens où, eh bien, aucun des deux n'osait finalement introduire des réformes néolibérales de manière très radicale, donc satisfaire toutes les exigences du Fonds monétaire international. Du coup, c'est pour cette raison, je pense que les classes populaires de cette ville ont la nostalgie de cette époque. Elles disent que voilà, on avait un niveau de vie plus élevé. Après le Maïdan, c'était la grande crise. Il y avait aussi le taux de change de la grivna par rapport au dollar est augmenté très rapidement. Et dernière chose qu'il faut noter peut-être, c'est que comme aussi la classe ouvrière des mines du Donbass, la classe ouvrière de la ville de Kryvyi Rih, la plupart des entreprises appartenaient aussi à l'oligarque Rinat Akhmetov, qui était le maître des entreprises dans le Donbass, eh bien, et jouissait d'un ensemble de privilèges par rapport à d'autres couches populaires. Ils avaient en effet des salaires très élevés pour l'Ukraine, qui pouvaient aller jusqu'à 1 000 € par mois. Et aussi avait tout un ensemble de privilèges supplémentaires au sein de l'entreprise en termes de congés maternité, de ce genre de choses, de primes pour les vacances, etc.
donc voilà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elles ont en tout cas une compréhension socio-économique très claire et voilà, ils ont un rapport à la politique en termes socio-économiques qui sont souvent masqués en fait dans le débat public en Ukraine, puisqu'on a tendance à mettre en avant les questions culturelles, les questions d'identité nationale, etc., qui masquent le fait voilà, qu'il y a ces questions sociales et économiques qui sont en fait les plus importantes pour les classes populaires. Et alors, j'ai une question. Vas-y. Parce que là, tu as fait la distinction entre deux oligarchies qui étaient rivales. Et dans ton bouquin aussi, tu mentionnes plusieurs fois, une fois plus, une rivalité qui a été exacerbée notamment durant Maïdan, entre un capitalisme que tu vas définir comme paternaliste, tu l'as déjà mentionné, qui était soumis à la sphère d'influence russe, et un capitalisme pro-européen et plus largement pro-occidental, que tu as qualifié différemment, je sais plus, tu l'as... Capitalisme néolibéral, ouais. Oui, c'est ça, néolibéral. Comment tu les distingues, et là on a l'impression que du coup ce serait le capitalisme néolibéral qui aurait vaincu, et comment tu peux articuler le soutien aux classes populaires et plus largement à l'Ukraine sans forcément tomber dans une apologie du capitalisme néolibéral européen ou nord-américain. Oui, d'ailleurs, je ne pense qu'il ne faut tomber dans l'apologie ni du capitalisme néolibéral, ni dans le capitalisme paternaliste du type qu'on avait, en fait, incarné par le président Yanukovych. Pour ces questions-là, dans le livre, je m'appuie sur mon collègue Denis Gorbatch, qui a vraiment travaillé de manière très détaillée sur l'économie politique ukrainienne et ces questions-là. Donc la question c'était quelle est la distinction entre les deux et comment on soutient, comment on peut apporter un soutien aux classes populaires ukrainiennes sans forcément tomber dans un soutien au capitalisme prédominant à l'heure actuelle. Oui, alors ce que Denis Gorbatch explique à propos des années 90, c'est que en Ukraine, l'Ukraine a peut-être été un des pays post-socialiste qui a échappé à ce que Naomi Klein appelait la thérapie de choc. Donc elle, quand elle parle de la thérapie de choc, elle s'appuie sur l'exemple de la Russie et de la Pologne. Et en Ukraine, il semblerait que les classes dominantes étaient plus hésitantes sur la viabilité de l'introduction très rapide, même de privatisation et des réformes. Notamment d'ailleurs parce que en 1993, on a eu une énorme grève des mineurs du Donbass, aussi rejoint par les travailleurs de Kryvyi Rih, et qui a attardé en fait les privatisations. Donc déjà les privatisations ont lieu dans la deuxième moitié des années 90, et aussi des conditions des privatisations était que les entreprises, les oligarques qui rachetaient ces entreprises devaient conserver tout un ensemble de leurs obligations sociales vis-à-vis à la fois des travailleurs et de la ville. Parce que, comme on sait, à l'époque soviétique, dans la plupart, surtout dans des villes comme Kryvyi Rih, l'entreprise, c'était une entreprise formatrice de la ville. C'est-à-dire qu'elle gérait non seulement les travailleurs de son entreprise, mais elle était aussi responsable des clubs sportifs, du logement, du transport, des maisons de la culture, etc. Et donc en fait, les capitalistes en Ukraine d'abord conservent un ensemble de leurs obligations sociales vis-à-vis de la ville plus largement, parfois vis-à-vis de la région, et aussi conservent ce rapport paternaliste vis-à-vis des travailleurs, où d'ailleurs les syndicats majoritaires jouent un rôle important en tant que médiateurs entre les travailleurs et les patrons, mais non pas au sens où justement ils mènent la lutte des classes contre les patrons, mais au sens où en fait ils gèrent quelque part le secteur social au sein de l'entreprise, donc où ils distribuent des avantages aux membres du syndicat. Et donc voilà, c'était ça le système qui fonctionnait dans ces entreprises des oligarques proches du parti des régions, du Yanukovych. Mais comme Denis Gorbatch montre dans le livre, de toute façon, ce modèle n'était pas fiable sur le long terme non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces oligarques, ils étaient très réticents à investir, justement comme leurs capitaux étaient entièrement liés à la question de savoir si leur
politiciens et tout non au pouvoir, donc ils sont très liés. Et donc ils étaient très réticents à investir, à faire des investissements dans les entreprises sur le long terme. Donc en fait, ces entreprises continuent à fonctionner grâce aux infrastructures héritées de l'époque soviétique. Mais forcément, en fait, ces infrastructures se dégradent, et puis ils auraient de toute façon de plus en plus de mal à être en concurrence avec les entreprises étrangères qui investissent dans le renouvellement technologique. Donc ce modèle quelque part était déjà condamné, donc voilà, je ne veux pas rentrer peut-être dans le déterminisme technologique et économique, mais on voit que en tout cas le fait que finalement c'est un nouvel modèle qui a commencé à triompher à partir du Maïdan, le capitalisme néolibéral, justement où on voit même bien sûr qu'il y a la guerre en ce moment, donc il n'y a pas beaucoup d'investissements étrangers en Ukraine en ce moment, mais on voit que le pouvoir veut, en fait, il prépare tout un programme de reconstruction où il veut qu'il y ait des investissements massifs de l'étranger, en fait, dans l'économie ukrainienne, alors que jusque-là, cette économie était préservée pour les oligarques nationaux. Mais voilà, ce modèle, il est aussi lié au fait que peut-être que ce capitalisme oligarchique, paternaliste, post-soviétique, il n'était pas non plus viable du point de vue de la logique du capitalisme lui-même, en fait. Et comment faire pour soutenir l'Ukraine sans justement soutenir le capitalisme libéral, eh bien, je pense, oui, c'est donner la parole à ces gens-là, en fait, qui, à la fois, c'est très intéressant, justement, de voir ces profils de gens dans les classes populaires qui sont à la fois contre l'invasion russe, mais qui, on voit aussi, ne sont pas du tout enthousiastes par rapport aux réformes néolibérales dans leur pays, s'appuyer sur ces gens-là, les aider, et aussi aider les organisations, les syndicats, les organisations de gauche qui essayent, tant bien que mal, dans des conditions bien sûr difficiles de la loi martiale, de continuer à avoir un agenda anticapitaliste, en tout cas anti-néolibéral. Voilà. Parce qu'on a vu depuis 1 an et demi, il y a une pression des ultralibéraux, notamment britanniques, pour précisément libéraliser l'économie ukrainienne. Et au nom de l'effort de guerre, au nom de l'unité nationale, au nom de l'union sacrée, Zelensky a un peu dissous le pouvoir des syndicats, sans forcément directement dissoudre les syndicats, mais en tout cas a retiré le substrat social et tout le pouvoir d'influence qu'il pouvait avoir dans les luttes sociales. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est la subjectivité de ces travailleuses et travailleurs. Comment est-ce qu'ils perçoivent ça, et est-ce qu'eux-mêmes s'accordent à dire que oui, peut-être la question sociale doit être mise de côté de par l'effort de guerre, ou est-ce qu'ils regrettent ça? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une critique déjà vraiment assez majoritaire et en tout cas assez élargie de ces influences ultra-libérales britanniques ou nord-américaines notamment? Oui, alors c'est vrai que la loi martiale implique normalement qu'il y a la suspension de droits de grève et de manifestation. Et quand moi je faisais mon enquête, en effet, les entretiens que je faisais avec les représentants syndicaux, j'avais ce genre de réflexion que ils ont introduit, ils ont modifié le code de travail, parce qu'il y a eu notamment une réforme qui transforme les relations de travail dans les entreprises de moins de 250 employés en relations purement contractuelles, c'est-à-dire où les conditions de travail seraient négociées au cas par cas, tête à tête entre un employé et un employeur, donc du coup qui les range en dehors du code du travail, de la protection syndicale, etc. Et ils disent, oui, bon, c'est vrai que c'est un scandale, mais pour l'instant, l'objectif, c'est de libérer l'Ukraine de l'occupation, et on va voir ça après la guerre. Néanmoins, j'ai l'impression que ça a quand même un peu évolué, même si les observations que j'ai faites depuis cette enquête ne se fondent pas sur une enquête de type scientifique, mais plus parce que je continue à voyager en Ukraine, à parler avec des gens et suivre la situation de loin. Mais ça a quand même un peu évolué, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu des manifestations dans les cas extrêmes où il y a vraiment des salaires qui ne sont pas payés pendant plusieurs mois. Il y a eu des cas comme ça dans les mines de l'ouest de l'Ukraine et aussi dans le secteur de la santé, des manifestations des infirmières qui n'étaient pas payées pendant des mois. Du coup, elles sortaient manifester pour le coup. Et
voilà, elles ne sont pas non plus embarquées par la police. Donc je pense qu'il y a aussi de la part du pouvoir cette compréhension que on va pas pouvoir réprimer en fait toute expression de la colère sociale. Il y a aussi des manifestations, par exemple des épouses des militaires qui manifestaient pour qu'il y ait de la rotation. Donc là encore, c'est quelque chose qui a été toléré. Justement, de la part des travailleurs et travailleuses elles-mêmes, d'abord, en fait, il y avait plutôt cette idée que, puisqu'on ne peut pas faire grève, on ne peut pas faire manifestation, on va juste se concentrer sur la sphère légale, c'est-à-dire soutenir juridiquement les travailleurs qui se sont vus enlever des primes ou des salaires non payés. Donc on va les suivre dans les tribunaux. C'était ça la seule stratégie pendant la guerre. Mais en fait, depuis, je vois que les infirmières, par exemple, se mobilisent de plus en plus. On a un grand syndicat des infirmières qui s'est formé justement à cause du fait qu'il y a eu des réformes néolibérales dans la santé depuis 2017 et qui continue à mener des campagnes, aller rencontrer des représentants politiques, faire des manifestations, etc. Donc je dirais que la conflictualité sociale ne s'est pas complètement arrêtée pendant la guerre et que plus la guerre dure, plus il y a quand même une normalisation de l'état de guerre, plus aussi il y a des clivages par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire finalement, un clivage entre les combattants et ceux qui ne veulent plus aller se battre. Eh bien, voilà, il y a la politique qui est revenue en fait dans la vie ukrainienne et la conflictualité sociale qui est revenue. Oui, et justement en lien avec ce qu'on dit là, il y a quand même, c'est quelque chose que tu notes dans le bouquin, la volonté du gouvernement ukrainien d'unifier le récit national, notamment avec, tu dis, page 180, l'heure est à la décolonisation, c'est-à-dire à la déconstruction radicale de l'héritage impérial, soviétique ou russe, responsable de l'oppression nationale subie par les Ukrainiens au cours des 3 derniers siècles. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la forme de cette décolonisation d'ailleurs? Est-ce que le terme est vraiment... Enfin, c'était intriguant de voir ce terme-là, dans ce contexte-là. Et comment tes interviewés, les femmes que tu as de ton terrain, perçoivent cette décolonisation? Et à l'inverse, ça serait intéressant de savoir comment le perçoivent les classes moyennes ou supérieures. Est-ce qu'il y a une différence de point de vue? Oui, alors c'est très intéressant parce que le terme de décolonisation était complètement absent du discours public large, mainstream en Ukraine, avant 2022. Donc c'est pas quelque chose qu'on avait la tendance à entendre. Alors c'est vrai que les nationalistes ukrainiens, depuis longtemps, depuis leur combat contre contre l'Union soviétique, ont conceptualisé l'intégration de l'Ukraine dans l'Empire russe et puis dans l'Union soviétique comme une forme de colonisation, et même il parlait à propos de la République ukrainienne soviétique comme de l'occupation de l'Ukraine par la Russie, déjà à l'époque. Donc en fait ça vient de là, et ensuite il y a des personnalités de l'intelligentsia nationaliste qui dans les années 90 ont commencé à chercher dans les travaux de la théorie postcoloniale des inspirations pour penser les rapports entre l'Ukraine et la Russie. Et donc il y a eu, dans ce cadre-là, ils ont traduit en ukrainien Edward Said, Frantz Fanon, etc. Donc beaucoup de textes. Donc de ce point de vue-là, ils ont fait en fait un travail très intéressant, puisque moi, par exemple, en tant qu'étudiante dans les années 2000 à la fac, j'ai pu lire Edward Said, j'ai pu lire Frantz Fanon dans la traduction ukrainienne. Et mais voilà, l'envers de cette théorisation, c'est qu'en fait, on considère que l'Ukraine a été une colonie
de l'URSS, par exemple, ce qui en fait est sujet au débat. Donc on peut en effet soutenir que l'Ukraine n'était pas une colonie, mais était une partie très importante de l'Empire soviétique. Alors bien évidemment, il y avait des formes d'oppression nationale spécifiques, surtout sur le plan culturel, mais que au final, les citoyens ukrainiens étaient des citoyens soviétiques comme d'autres citoyens. Voilà, donc ce débat, parmi les historiens, il continue, mais ce qu'on a fait, on a vu surgir après l'invasion à grande échelle, c'est vraiment l'installation de ce terme de décolonisation dans le discours public partout, dans les médias, dans les émissions, etc. Et même, on a aujourd'hui une loi sur la décolonisation, c'est-à-dire qu'après le Maïdan en 2014, le pouvoir a introduit la loi de la décommunisation, donc qui impliquait qu'on démantèle les statues de Lénine et d'autres dirigeants soviétiques, qu'on change les noms de rues, qu'on enlève partout les symboles de l'Union soviétique, etc. Et après l'invasion à grande échelle, on a introduit une nouvelle loi, celle de la décolonisation, où maintenant il s'agit de démanteler les statuts de toutes les figures liées à la Russie, donc les écrivains comme Pouchkine, Lermontov, Tolstoï, donc on renomme aussi les rues qui sont nommées en leur honneur, et aussi dans la sphère linguistique, en fait, dès 2017, il y a eu la loi sur l'éducation qui pratiquement était dirigée sur l'élimination du russe de tout l'espace public et de l'espace éducatif. Je me suis un tout petit perdue dans mon fil de réflexion. Non, mais c'était... Comment est-ce que les personnes que tu as interviewées aussi l'aperçoivent, cette décolonisation ? Oui, c'est ça, oui. Et comment est-ce que les classes plutôt bourgeoises, quoi, enfin, moyennes ou supérieures ou éduquées, l'aperçoivent, elles ? Oui. Alors, le problème aussi, donc, avec la variante ukrainienne du discours sur la décolonisation tel qu'il est aujourd'hui porté dans l'espace public, par tout un ensemble d'intellectuels, de journalistes, etc., c'est que, certes, il a ce volant, on va dire, critique, hein, et c'est très important, en effet, de rappeler que l'Empire russe, c'était un empire, donc forcément avec des relations inégales entre la métropole et d'autres parties de l'Empire, avec une hiérarchie entre les parties de l'Empire non blanches et blanches, comme l'Ukraine et la Biélorussie. Mais le problème avec ce discours, c'est que du coup, c'est un discours qui, sur le plan du paradigme, a aussi un volant de décommunisation, donc, puisque le communisme est associé à la Russie, donc, et si la Russie c'est le communisme, alors il faut qu'on soit, nous, anticommunistes. Donc, et de manière générale, pas seulement anticommuniste au sens anti-soviétique, mais qu'on rejette les références à Marx, à d'autres pensées de gauche, en fait. Voilà, donc il y a ce rejet, en fait, du communisme au sens large. Et ce qui est aussi inscrit dans ce discours de manière intrinsèque, c'est le retour vers l'Europe. Voilà. Donc c'est l'idée que, puisque c'est la Russie qui a toujours imprimé l'Ukraine, eh bien, il faut qu'on se tourne vers l'Europe. Et c'est là, en fait, où on voit que le dialogue entre les décolonisateurs ukrainiens, quand ils essayent de discuter, parce qu'en fait, ils cherchent de se faire reconnaître par les grandes figures, des grands intellectuels du postcolonialisme et de la pensée décoloniale dans d'autres parties du monde, mais ce dialogue échoue parce que justement, ils sont à la fois anticommunistes et ils sont pro-européens. Donc ils ont en fait une vision très idéalisée de l'Europe. Alors que ce qu'on va retrouver justement dans la pensée décoloniale, et là je pense vraiment à la pensée décoloniale latino-américaine contemporaine, on a précisément l'inverse, c'est-à-dire il y a la diabolisation de l'Europe, aussi une pensée très binaire, où il y a une vision souvent non dialectique de l'Europe, et du coup le dialogue devient véritablement impossible en fait. Donc ce qui est le bien absolu pour l'un et le mal absolu pour l'autre, voilà. Donc et ça devient problématique. Alors
c'est pour ça que voilà, dans mon livre, j'ai aussi, enfin, quand j'ai fait mon enquête, j'ai posé à mes enquêtés la question de savoir bon, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce discours de la décolonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart disent en fait, ben, pour nous, alors oui, on reconnaît l'ukrainien comme la langue officielle, il n'y a pas de problème, on aime bien l'ukrainien, on parle ukrainien, enfin, on peut parler ukrainien, mais dans notre vie quotidienne, on veut parler la langue qu'on veut. Et la plupart du temps, c'est soit le russe, soit un mélange du russe et de l'ukrainien. On aime bien la littérature russe, on ne comprend pas pourquoi il faut enlever toutes ces statues. L'Union soviétique, c'était quelque chose de complexe. Nous, on vivait bien dans les années 70-80. À l'époque, on pouvait voyager partout dans l'Union soviétique. Aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour aller dans les Carpates ou quelque part. Donc, il y a tout un discours qui va à l'encontre, en fait, de ce que les élites ukrainiennes présentent comme un point de vue presque voilà, unanime de la société ukrainienne. Parce qu'ils ont souvent cette tendance de dire oui, tous les Ukrainiens aujourd'hui rejettent la culture russe, on ne regarde plus les films russes, on ne lit plus en russe, mais en fait ce n'est pas vrai pour beaucoup de gens dans le pays et c'était peut-être important aussi de donner la voix à un autre point de vue. Et justement, je pense que dans une perspective, on va dire, anticoloniale, authentique et universaliste, il s'agit de reconnaître que l'Empire est aussi quelque chose de dialectique, est aussi quelque chose d'ambigu, que l'objectif de la purification de l'Ukraine de l'héritage impérial est irréaliste. Donc c'est une chose que d'avoir un rapport critique au passé et de vouloir purifier la nation, ça c'est deux choses complètement différentes, et aussi qu'il faut avoir, et c'est ce que Gayatri Spivak a rappelé, elle a été récemment invitée à Lviv pour parler justement devant ce public, et elle a dit, eh bien, quand moi j'ai écrit et utilisé le mot postcolonial, c'était dans un sens en fait ironique, et ce que je voulais souligner, c'est que ce qu'il faut critiquer, c'est pas seulement l'Empire, mais ce qu'il faut critiquer, c'est l'idéalisation de la condition pré-coloniale. Et en Ukraine, en effet, on a aujourd'hui chez les classes moyennes et supérieures, chez les élites culturelles, cette tendance à idéaliser, par exemple, la figure du Cosaque, ou la figure de la Bereginya, c'est une femme, une figure de la femme qui s'occupe du foyer, etc. Donc en fait, on a une résurgence des figures en fait assez patriarcales, assez réactionnaires, qui sont idéalisées, alors que ce qu'il s'agirait, c'est d'avoir en effet un rapport critique au passé impérial, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut en récupérer, et surtout assurer que les populations ukrainiennes telles qu'elles existent aujourd'hui, dans sa diversité culturelle, linguistique, etc., eh bien, elles soient assurées justement dans les droits d'affirmer ces identités multiples. Moi j'ai juste une toute petite question. Est-ce que, parce qu'en France en tout cas, et je pense dans une partie de l'Occident, dans les milieux politisés qui sont un peu les nôtres, la figure de Makhno, elle est historiquement très très importante, riche, glorieuse, etc. Et donc je me demandais s'il en reste quelque chose aujourd'hui en Ukraine ou pas du tout, quoi. Est-ce que ça fait partie des figures qui restent dans l'imaginaire Alors, la figure de Makhno est importante pour les mouvements de gauche, ça c'est sûr et certain, pour les mouvements anarchistes ukrainiens, mais je n'ai pas l'impression que c'est une figure qu'on met en avant justement dans le panthéon national quand il s'agit vraiment d'un discours dominant. Alors que bon, quand même, c'est intéressant que même l'intelligentsia nationaliste ne peut pas y échapper. Le fait, c'est que dans l'Ukraine du 19e siècle, début du 20e siècle, le mouvement de libération nationale était en fait complètement socialiste. Ou très majoritairement socialiste. Donc quand on pense aux écrivains comme Lesya Ukrainka ou Ivan Franko, c'est des figures socialistes.
Et en fait, cette partie-là du mouvement de libération nationale a été vraiment réprimée sous Staline après que les politiques appelées d'indigénisation menées en Ukraine dans les années 20 ont été... Staline a décidé que finalement ça n'était pas compatible avec ce projet de modernisation, d'industrialisation rapide, et finalement c'est le russe qui est devenu la langue dominante du pays, et on a plié tous ces projets d'épanouissement national dans les républiques. Et donc c'est aussi à ce moment-là où toute cette intelligentsia socialiste qui a soutenu au départ le projet soviétique a été réprimée, a été envoyée dans les camps, a été fusillée, etc. Donc voilà, et donc aujourd'hui en fait on ne peut pas faire sans, parce que même la première république indépendante ukrainienne en 1917 était menée par des socialistes non communistes, mais des socialistes. Et donc ces gens-là, ils font partie du panthéon des héros, oui, de ceux qui ont lutté pour la souveraineté de l'État ukrainien dans le discours public. Mais Makhno, voilà, malheureusement, voilà, sa figure est moins visible et peut-être même moins connue par un public plus large en Ukraine. Si je reviens à cette histoire de fondation vraiment forte d'un récit national, il y a quand même un point que tu mets vachement en avant dans ton bouquin et qui est à mon avis passionnant, qui est le rapport à la langue. Donc tu as dit plusieurs fois que les enquêtés, les femmes enquêtées avec qui tu as parlé, parlaient un mélange de russe et d'ukrainien. Alors c'est un nom, cette langue, tu appelles, c'est là, j'ai oublié le mot. Surjik. Voilà. Pardon. Et ouais, tu dis que ce rapport à la langue, c'est un terrain de la lutte de classe, qui est pareil, un instrument de domination et une ressource pour la résistance. Alors en quoi c'est un instrument de domination et en quoi c'est une ressource pour la résistance, la langue elle-même? Oui, cette idée de faire un chapitre séparé sur la langue, ça me vient à la fois du fait que, en fait, la question linguistique occupe une place très importante en Ukraine, et les débats à propos de la langue, il y a beaucoup de tensions autour de la langue, et les débats sont quasiment quotidiens. Si vous allez en Ukraine, et vous allez sûrement tomber sur un débat sur la langue très rapidement. Mais aussi parce que, au cours de mon doctorat, j'ai travaillé en collaboration avec Juliette Farja, qui a fait un livre sur la philosophie marxiste du langage et qui vient de la publier chez les éditions sociales sous le titre « Le langage de la vie réelle ». Et donc, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'elle se concentre sur la langue non pas comme un système fermé, mais comme un ensemble de pratiques qui peuvent devenir un terrain des luttes sociales à part entière. Donc je ne voulais ni traiter la langue comme quelque chose d'autonome. Ça, on a justement, à propos de l'Ukraine, on a souvent tendance à traiter les débats linguistiques comme si elles n'étaient pas liées au fondement matériel de la société. Mais je ne voulais pas non plus réduire les débats linguistiques à quelque chose de purement idéologique, comme si les classes dominantes utilisaient la langue pour diviser la classe ouvrière, voilà, donc selon une logique très déterministe. En fait, je pense qu'aujourd'hui en Ukraine, la langue, c'est un terrain des luttes sociales à part entière. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, si on regarde dans l'histoire longue, oui, la langue ukrainienne, ou plus précisément les usagers du parler local, ont été opprimés. C'était des paysans exploités. Alors que la langue officielle de l'Empire, c'était le russe, et puis aussi dans le 19e siècle, aussi dans les élites de l'Empire russe, c'était le français qui était la langue la plus haute. En tout cas, au 19e, 20e siècle, c'est le russe qui est la langue des villes, des couches urbaines, des ouvriers qui travaillent dans les villes, alors que les campagnes parlent un parler local qui est donc, ukrainien, ou
un mélange du russe et de l'ukrainien, parce que justement, c'est à mesure que l'Empire installe son administration dans ces territoires que les populations locales, forcément, rentrent en contact avec ces administrations, et du coup, il y a cette créolisation de la langue qui apparaît. Mais jusqu'à la chute de l'URSS, le russe était perçu comme la langue prestigieuse, l'ukrainien était proclamé langue officielle du pays, mais de facto restait encore une langue subordonnée. Et ensuite, il y avait le mélange du russe et de l'ukrainien, Surjk, qui était pratiqué dans des petites villes et les campagnes, surtout dans l'Ukraine centrale et dans l'Ukraine de l'Est et du Sud. Et en fait, il y a déjà donc un combat qui s'engageait en fait entre l'intelligentsia ukrainienne par l'intelligentsia ukrainienne pour faire accéder l'ukrainien au statut de la langue vraiment haute, de la langue de la haute culture, de la langue du prestige, de la langue du pouvoir. Et ça se faisait progressivement, et il y avait tout un ensemble de mesures de discrimination positive de la langue ukrainienne, c'est-à-dire des quotas, etc., dans la télévision, dans les publications, etc., pour que l'ukrainien s'établisse réellement comme langue officielle du pays, parce que de facto, dans les villes de l'Ukraine centrale, sud-est, on continuait à parler le russe. Et ça a commencé à s'inverser réellement à partir du Maïdan, même si après le Maïdan, pour un russophone de se convertir à l'ukrainien, c'est-à-dire de commencer à parler ukrainien partout dans la vie privée, publique, etc., c'était encore perçu comme un acte politique. Alors, c'est un acte politique, un choix, qui était vraiment, pourquoi je parle de conversion, qui était perçu en effet comme une conversion personnelle, qui allait avec, en fait, un changement de rapport presque à la vie, à la politique, etc. Une décision existentielle, on va dire. Mais après 2022, on assiste à la fois à cette conversion massive à l'ukrainien, mais qui devient en fait une nouvelle norme. Donc une nouvelle norme à laquelle les gens qui veulent parler dans l'espace public, dans les médias, dans les journaux, etc., ne peuvent pas échapper. En fait, maintenant, le russe, comme il est conceptualisé comme langue de l'ennemi, langue de la colonisation, il n'est plus permis de parler ukrainien dans l'espace public. Quand je dis permis, c'est pas interdit par la loi, mais même si dans certains contextes si, mais en fait tu peux encore continuer à faire ta chaîne YouTube en russe, et ça se fait, mais tu risques de perdre du public. Donc tu risques d'avoir une campagne de haine voilà, par le public lui-même qui va te pousser finalement à se convertir à l'ukrainien. Mais encore une fois, donc ce que je remarque, c'est que ces processus, ces tensions véritablement très fortes autour de la langue, on les rencontre justement chez ceux chez qui la langue c'est le moyen de travail principal, donc journalistes, artistes, politiciens, etc. Alors que dans les classes populaires, il y a cette idée que oui, la langue ukrainienne on la respecte, mais laissez-nous parler ce qu'on veut en fait. Et il y a aussi bien sûr moins de moyens tout simplement pour se convertir, parce que il faut avoir des moyens, peut-être de prendre des cours d'ukrainien, c'est-à-dire avoir du temps libre, avoir un peu d'argent, aussi avoir des gens autour de toi avec qui tu peux pratiquer quotidiennement. Et les gens des classes populaires manquent des ressources pour une conversion aussi rapide d'une langue à une autre. Et pourquoi je dis que ça devient un terrain de la lutte sociale, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la conversion à l'ukrainien, devient une manière, une espèce d'instrument de distinction sociale, de manière d'accéder à des positions privilégiées dans la société, puisque ça devient une langue du pouvoir, alors que finalement les différents usages du russe deviennent ou vont devenir progressivement associés en fait aux classes populaires. Donc la situation s'est inversée par rapport
à ce qui était le cas avant le Maïdan. Et donc tu fais du sourgique, donc ni russe ni ukrainien, une espèce de point d'énonciation vraiment privilégié, critique, j'ai l'impression, pour renverser la dualité qu'on a tendance à voir effectivement entre russes d'un côté et occidentaux de l'autre. Je me demandais quand même dans quelle mesure est-ce que c'est... Enfin, quelle est la place de... C'est une langue qui est parlée par beaucoup de gens. Enfin, voilà. Oui. Oui. Oui, donc en fait, voilà, donc je reviens un peu à cette histoire de la concurrence linguistique dans les années 90. Dans les années 90, on va avoir beaucoup justement de ces linguistes alliés au projet de la construction nationale. On a une tendance à critiquer aussi très fortement Surjik. Pourquoi ? Parce que on va dire que Surjik, c'est un produit de la colonisation, c'est la marque de la colonisation en Ukraine, c'est la marque de l'oppression en Ukraine. Et donc il faut arrêter de parler ce mélange du russe et de l'ukrainien. En plus, c'était en fait aussi mu par la peur que l'ukrainien lui-même soit identifié au Surjik, au mélange des deux, et du coup qu'il ne pourra plus prétendre en tant que langue littéraire, en tant que langue haute, à la position du pouvoir. Donc il y avait du coup une stratégie de l'intelligentsia ukrainophone de se distinguer absolument du Surjik, de le rabaisser comme la langue des incultes, comme la langue de ceux qui en fait sont juste trop feignants pour bien apprendre l'ukrainien. Et il y avait une espèce de lutte pour la purification de la langue ukrainienne des influences russes. Voilà, parce que le Surjik, c'était la marque de l'influence russe en Ukraine. Mais aujourd'hui, la situation s'est inversée. On dit, bon, parlez Surjik, mais juste pas le russe. Donc c'est mieux de parler le mélange des deux. C'est mieux d'essayer d'apprendre l'ukrainien et du coup passer par la phase du Surjik, du mélange, plutôt que de parler le russe. Donc parlez tout ce que vous voulez sauf le russe. Pourquoi moi je dis qu'il y a un pouvoir subversif ? Parce que j'ai aussi remarqué dans les entretiens que c'est surtout les personnes qui parlent un mélange du russe et de l'ukrainien qui ne comprennent pas quand on leur pose la question « Est-ce que vous parlez russe ? Est-ce que vous parlez ukrainien ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'il faut choisir, le russe et l'ukrainien ?» Cette question, pour ces personnes-là, n'a pas trop de sens, parce qu'en fait, leur langue maternelle, c'est un mélange des deux. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer Surjik comme quelque chose de subversif, parce qu'il montre que, dans la pratique, que le russe et l'ukrainien, et les langues de manière générale, sont des phénomènes sociaux avant tout, que ce ne sont pas des systèmes fermés qui ne communiquent pas entre elles et qu'on peut opposer, mais qu'en fait, la langue, c'est une pratique et qu'il y a beaucoup de mélanges, d'hybridation dans les pratiques linguistiques. Et aussi, en réalité, depuis les années 90, Surjik a été beaucoup utilisé par les artistes, par les écrivains, par les chanteurs, par les comiques, justement avec cette perspective subversive. Donc c'est aussi un moyen puissant de la création artistique, et notamment on a cet artiste Vera Serduchka, donc un artiste queer, qui parlait Surjik et donc c'est un comique et qui en fait utilisait cette langue pour moquer les puissants, donc moquer les politiciens, moquer voilà, les stars de la pop ukrainienne et russe. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cet artiste, bon, dans la vie quotidienne, il parle plutôt le russe, même si c'est un russe assez local, quoi, un russe ukrainien, avec une prononciation spécifiquement ukrainienne et aussi des interférences de l'ukrainien. Bah, lui, récemment, il a donné un entretien en russe, où il disait que moi je ne vais pas me convertir à l'ukrainien parce que voilà, je ne comprends pas ces tensions autour de la langue et puis moi je veux continuer à parler le russe et puis je ne vais pas renoncer aux chansons que j'ai écrites en russe, parce qu'il y a aussi des chansons en russe. Voilà. Et je pense que c'est peut-être parce que justement à la base c'est une figure surjikophone qu'il a un rapport à la langue qui est sans fétichisation. Bon, on va peut-être clore cet entretien. Il
il y a d'autres questions que j'aimerais poser. Bon, peut-être plus large, pour revenir à la situation immédiate et aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu sens la situation aujourd'hui? Comment tu perçois le futur de la société ukrainienne? Voilà, peut-être un peu plus... Oui. Alors, mon enquête, je l'ai faite à un moment très précis, donc c'était début de l'année 2023. Les gens étaient encore très enthousiastes par rapport à la contre-offensive qui a été menée dans la région de Kherson. Et parmi mes enquêtés, j'ai fait 43 entretiens, seulement 2 enquêtés disaient qu'ils voulaient que des négociations interviennent rapidement. Tous les autres étaient pour la poursuite de la résistance jusqu'aux frontières de 1991. Depuis, donc je n'ai pas refait d'entretien à l'échelle aussi large, mais bien sûr je suis l'évolution des opinions dans le pays. Et oui, donc on a plusieurs choses. C'est à la fois, justement quand moi je faisais mon enquête, l'armée ukrainienne n'a pas encore absorbé toutes les personnes qui étaient volontaires pour combattre. Donc déjà il y en a beaucoup qui ont vraiment fait la queue, même dans les commissariats militaires au début de l'invasion, et puis les gens continuaient à recevoir des avis de mobilisation et y aller, donc ils étaient prêts à y aller. Aujourd'hui, on voit que globalement, on est très loin des queues devant les commissariats, et que les images qu'on a, surtout par Telegram, etc., c'est que les gens s'opposent aux rafles, au recrutement militaire dans la rue, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller. Alors ça, c'est lié à plusieurs facteurs, et là, je pense qu'il faut distinguer le fait, parce que j'ai souvent vu en fait dans les réseaux sociaux en France des gens retweetaient les vidéos des personnes qui essayent d'échapper au service de recrutement, accompagné par des violences, qu'il faut bien sûr critiquer, mais qui disaient, voilà, regardez, les Ukrainiens ne veulent plus se battre pour l'OTAN. Voilà. Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire c'est souvent les mêmes personnes qui ne veulent pas individuellement aller se battre, mais qui continuent en fait à faire du bénévolat, par exemple pour l'armée, pour l'achat des drones, etc. Donc la raison pour laquelle les gens ne veulent plus individuellement combattre, eh bien, c'est tout simplement parce que l'Ukraine continue à reculer depuis longtemps. On sait quelles sont les pertes sur le front. Il y a, le temps d'entraînement est de plus en plus court pour les nouvelles recrues. Il y a de plus en plus de chances que les compétences que tu peux faire valoir dans l'armée, elles ne vont pas être reconnues, et que tu vas te retrouver directement dans les tranchées, dans l'infanterie ou dans les brigades d'assaut, qui sont les brigades les plus dangereuses. Donc voilà, et aussi le fait que cette loi sur la mobilisation qui a été adoptée au printemps, elle était censée à la base fixer un terme au service, parce que les militaires qui sont engagés dans les combats depuis début 2022 attendaient la rotation, et en fait finalement non, ils ne sont pas remplacés. Donc les nouvelles recrues sont là pour remplir les trous, mais ne sont pas là pour remplacer ces personnes qui étaient là déjà. Donc il y a une grande réticence, et puis aussi en effet il y a de plus en plus de gens en Ukraine qui seraient favorables au pourparlers avec la Russie. Donc ça, il faut distinguer aussi de l'accord de paix sur des conditions défavorables, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, je crois que c'est autour de 40% aujourd'hui, mais il faut vérifier les chiffres, disent qu'ils seraient pour des pourparlers avec la Russie, mais la question de savoir quel territoire les gens sont prêts à céder est très variable. Donc certains disent ok, on est prêt pour lâcher la Crimée, mais pas les autres territoires. D'autres qui disent bon d'accord, les territoires du Donbass qui étaient déjà occupés avant 2022, mais pas le reste, etc. Donc il n'y a pas encore d'une claire majorité en Ukraine pour la capitulation, par exemple. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux dire sur la situation ? La situation, elle est très compliquée sur le front. Elle est compliquée aussi pour les populations civiles.
il y a certainement un sentiment de fatigue, un sentiment de découragement, mais aussi peut-être pour l'instant une absence d'une vision très claire de qu'est-ce que ça pourrait être l'alternative, parce que malheureusement il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et surtout que malheureusement le rapport de force n'est pas favorable à l'Ukraine. Il peut le devenir encore moins après les élections américaines. Donc pour l'instant, je dirais que, en tout cas de notre point de vue, c'est de continuer à soutenir les organisations progressistes en Ukraine comme on peut, donc les soutenir sur le plan politique, mais y compris sur le plan matériel, parce que pour l'instant on ne voit pas d'alternative très claire à cette résistance qui continue malgré tout.